Je m'appelle Annabeth, je suis fondatrice et directrice de Stress Out, je suis coach. Je fais de l'accompagnement des personnes et des organisations dans tout ce qui tourne autour du stress et du burn-out. Et j'ai eu envie de vous partager un petit peu du contenu de mon Stress Out Café, qui est un atelier sur un ton ludique, léger, pragmatique, que j'ai abordé ici au micro avec Michel Godard dans le cadre des Podcast Factory. Alors, je vais aborder quoi? Je vais aborder d'abord un petit peu en quoi consiste le Stress Out Café, l'historique du burn-out, c'est quoi un burn-out, comment est-ce qu'on définit un peu cette pathologie, les profils à risque, comment prévenir le burn-out, comment se détendre, les fameuses bulles de détente, et également le stress selon les neurosciences, les 3 stades du burn-out et puis comment retourner au travail après un burn-out. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment, que ça va vous donner déjà quelques pistes de réflexion et puis évidemment, je suis disponible pour voir ça ensemble plus en détail. Le Stress Out Café, en fait, c'est une façon d'aborder le burn-out et ses origines, le stress, d'une façon ludique, pragmatique, pour permettre un peu aux tout venants de comprendre plus finement, avec plus de nuances, en quoi ça consiste. C'est quoi un burn-out? Comment est-ce qu'on arrive à un burn-out? Donc, les origines du burn-out qui sont le stress et comment est-ce qu'on peut y remédier. Et le Stress Out Café, il va avoir un contenu qui va être adapté au public. C'est-à-dire que si je donne un Stress Out Café à des managers dans une entreprise ou ouvert au grand public ou bien encore à des employés dans une ASBL ou dans une fonction publique, tu n'auras pas les mêmes attentes. J'aurai pas les mêmes attentes, j'aurai pas le même contenu. Donc je vais adapter et je vais être au plus proche des besoins et ça ce sera vraiment en fonction de mon entretien préalable lors de la discussion avec le commanditaire de la commande, quoi. Question peut-être bête mais que l'auditeur va peut-être se poser, pourquoi café? Mais parce que j'avais envie de donner cette idée de légèreté, en fait, de pouvoir aborder, voilà, côté informel, un côté ludique, un côté léger, sur un ton décontracté. Et donc pour moi, c'est important quand on donne j'anime ce Stress Out Café, de le faire. Il y a pas de table, il y a pas de bureau, on est en cercle, on ouvre la parole. C'est l'humain il y a des échanges. Voilà, c'est vraiment remettre l'humain avant tout et essayer de faire comprendre tout ça dans de la bienveillance, dans du non-jugement, dans de l'ouverture d'esprit, dans du partage, puisque notamment dans les Stress Out Café, à un moment, je vais témoigner de mon propre vécu de burn-out. Donc tout ceci implique écoute, bienveillance, oui. empathie. Empathie. Ce sont les mots-clés qui sont importants ici, dans ce que je comprends. Il y a une question. Et curiosité aussi. Et curiosité, oui, c'est pas mal. Pourquoi? Est-ce qu'il y a encore plus de burn-out aujourd'hui qu'il y a 5 ou 15 ans? Ou que quelques mois, parce que j'ai l'impression que ça ne fait qu'évoluer, je me trompe? Disons qu'en tout cas, par exemple, c'est une idée reçue qu'on aborde souvent dans le Stress Out Café, on en parle plus maintenant qu'il y a 5 ans. Alors, où est-ce qu'il y en a plus maintenant qu'il y a 5 ans? C'est vrai que la première fois qu'on a abordé le burn-out, c'était en 1973 avec Herbert Freudenberger à New York, dans une clinique pour toxicomanes. Et puis c'est Christina Maslach qui a beaucoup travaillé et qui a fait beaucoup de recherches. Et d'ailleurs, un des tests d'évaluation du burn-out, c'est le test de Christina Maslach. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a plus de burn-out maintenant? Ça s'est mis petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a eu l'arrivée d'Internet. Et avec Internet, les emails, on a commencé à petit augmenter la rapidité de communication. Ensuite, il y a à peu près 10 ans, il y a eu deux éléments importants. D'un côté, la crise bancaire qui a engendré des cost-cutting, donc des coupes dans les dépenses, donc du multitâche, la capacité à faire plusieurs tâches à la fois, alors qu'avant, voilà, il y avait différentes fonctions, différents jobs. L'open space, on a quand même supprimé beaucoup de bureaux et on privilégie beaucoup l'open space où les gens n'ont même plus leur bureau attitré. Et c'est à ce moment-là que sont aussi apparus les réseaux sociaux où on pouvait un peu être l'exutoire de sa vie sur les réseaux. Mais il y a aussi, avec
les cost-cutting, il y a aussi le téléworking. On va pousser beaucoup au téléworking et tout ça est très positif tant qu'on ne perd pas, on ne tombe pas dans un isolement. Donc c'est toujours une question d'équilibre entre l'intérêt du téléworking, mais également le contact social avec ses collègues. Le lien au travail. Voilà. Et puis parallèlement, il y a en effet, il y a 10 ans, après l'arrivée d'Internet et des emails, ça a été l'arrivée des smartphones et donc une communication d'autant plus rapide qui fait qu'on en est carrément maintenant à une problématique qui est vraiment essentielle même pour surtout pour les plus jeunes, c'est l'hyperconnectivité. Puisque on sait que ils passent des heures par jour sur leur smartphone et notamment l'effet des réseaux sociaux qui à un moment devient néfaste puisque le cerveau n'est pas du tout prévu pour ne pas se détendre et faire autre chose que d'être en permanence sur cette adrénaline que va générer tous les petits messages. Voilà, dès qu'on a un instant, on veut absolument voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux parce qu'on a le sentiment qu'on a raté, on a perdu une info. Il y a un petit côté voyeurisme de l'homme. Et puis moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a donc une surcharge mentale, un parasitage de l'esprit et du mental. Oui. Mais alors en parallèle, il y a un peu l'effet de marketing de ce qu'on publie sur les réseaux. Donc si on va bien, ça se partage, mais voilà, c'est normal. Mais puis quand c'est quelque chose qui va mal, là, ça se partage un peu plus vite, il y a plus de commentaires. Et du coup, ça fait un effet boule de neige aussi dans l'esprit. C'est assez néfaste, ça, je trouve. Et les mauvaises expériences au travail se partagent aussi plus vite. Il faut vraiment gérer le contact avec les réseaux sociaux de façon intelligente. Et c'est vrai que finalement, il y a quand même pas mal de gens dans mon entourage qui ont décidé volontairement de se désinscrire de Facebook et d'être uniquement peut-être sur LinkedIn, par exemple. Parce qu'ils me disent, c'est vrai que c'est vraiment énergivore d'être sur Facebook et c'est pas, finalement, c'est pas terriblement... C'est chronophage et ça peut être déprimant. Voilà. Oui. Ouais. Dans le burn-out, ce qui est intéressant, c'est d'abord d'avoir bien en tête que c'est un diagnostic d'exclusion. Et ce diagnostic ne peut être posé que par un médecin généraliste ou un psychiatre. Donc c'est important que les autres métiers peuvent avoir un avis sur la question, mais ce diagnostic doit être posé d'abord par un médecin. Donc ensuite, c'est une invitation à un peu d'humilité que tu lances là. Oui. Ensuite, comme c'est un diagnostic d'exclusion, ça veut dire qu'il n'y a pas encore des critères officiels reconnus par tous. Donc, un médecin qui va parvenir à ce diagnostic c'est un burn-out, c'est parce qu'il aura exclu d'autres pathologies qui peuvent être connexes, où il y a certains symptômes qui peuvent être similaires à ceux du burn-out, dont par exemple la dépression, mais on parle aussi de fibromyalgie, de workaholisme. Ceci dit, la dépression peut être une suite logique d'un burn-out. Le burn-out peut être suivi d'une dépression ou la dépression peut se transformer en burn-out. Donc oui, donc il y a tout à fait des liens, des analogies. Alors le burn-out, on a parlé, donc c'est un processus d'exclusion. Alors il y a 4 dimensions. Je trouve que c'est plus facile de le retenir comme ça. Enfin, c'est comme ça que moi je l'explique dans mon Stress Out Café. C'est la dimension corporelle qui est la plus facile à détecter. Donc alors ça va être des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des vertiges, des acouphènes, des maux de dos. Oui, donc tout ce qui est troubles du sommeil, des maux de dos, des maladies à répétition. Donc on a 3 sinusites sur l'hiver, par exemple, des maladies auto-immunes. Voilà, ça c'est des symptômes typiquement physiques, corporels. Alors après, il y a des symptômes d'ordre cognitif. Au niveau du mental, on va avoir essentiellement des troubles de concentration et des troubles de mémoire immédiate. Donc c'est vraiment une personne qui entend ce qu'on lui dit, qui le comprend, mais qui est incapable derrière de le restituer correctement. Et c'est logique puisqu'il y a un lien avec ce qu'on venait de définir avant dans les apparences physiques, dans les impacts physiques. On dort moins, donc on a une moins bonne mémoire. Il y a un lien évident. Oui. Bien sûr. Il y a aussi au niveau cognitif une difficulté à décider, à se perdre dans des détails, à mettre les priorités au bon endroit. Voilà, il y a toute une série de choses qui font que la personne, comme elle a plus de mal à se concentrer, elle est moins performante et donc on rentre dans un cercle vicieux. Elle perd la confiance en soi. Alors après, tout à fait, il va y avoir une dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle, alors elle peut être du style irritabilité, voire agressivité, cynisme également. Et alors, dans certains cas, parfois, des femmes ne se retrouvent pas dans ces descriptifs-là et elles vont plutôt parler d'hyper-émotivité. Donc beaucoup de pleurs ou beaucoup de colère.
Et c'est là où il y a la confusion possible avec la dépression, parce que dans la dépression, c'est un des symptômes majeurs. Voilà, voilà. Et puis, il y a, d'un point de vue, la dimension comportementale, c'est qu'il y a souvent un retrait, un isolement social qui se crée aussi au fur et à mesure. Donc, une personne qui, d'habitude, est plutôt guéluron, va parler avec ses collègues, sur la pause du midi, va manger avec eux, et puis elle commence à s'isoler, à ne plus aller aux pauses. Ou à faire la tête, et c'est vachement moins sexy, donc on lui parle plus. Oui, mais c'est par image. C'est elle qui, de façon inconsciente, va se mettre en retrait et va s'isoler. Et donc là, ça peut être aussi une alerte pour des collègues qui se diraient, tiens, je m'inquiète un peu pour un collègue, quoi. Ouais. On parle de co-responsabilité et c'est vraiment important de l'entendre. C'est que cette responsabilité, elle est partagée entre l'organisation ou l'entreprise dans laquelle la personne travaille, si on parle bien de burn-out professionnel en tout cas, le service, la division, le département, le rapport avec son N+1, et puis l'individu. Donc c'est sûr que comme les origines du burn-out sont le stress, eh bien, face à une situation donnée, une personne X, lambda, ne va pas réagir de la même manière qu'une autre personne, une personne Y. Donc, il y a une part qui est liée à l'individu, qui est liée à la façon dont elle vit son stress, et tout ça va être très individuel, très personnel, puisque la réponse au stress, elle va dépendre de son éducation, de ses croyances, de son état de santé, des stratégies qu'elle a apprises avec le temps, et de sa personnalité. Est-ce qu'elle est plutôt de nature pessimiste, anxieuse, perfectionniste, idéaliste, ambitieuse, etc. Donc, il y a vraiment une série de paramètres qui sont liés à l'individu et qui vont engendrer un stress perçu de plus en plus intense ou pas. Alors, tu parles de tripartite, donc tu as fait un cadre au niveau de l'entreprise, tu as fait un cadre au niveau de la responsabilité privée de la personne. Donc, il y avait le triangle co-responsabilité entre l'entreprise et l'organisation, pour que ce soit du marchand, du non-marchand. La partie qui va être liée à la relation et le contexte avec le N+1 dans la division, le département, le service, et puis la personne à un niveau individuel. Et c'est pour ça que ce qui va être intéressant quand une entreprise, une organisation a envie de mettre en place de la prévention et réfléchir au niveau de stress perçu par les travailleurs, ils peuvent mettre en place une enquête qui va mesurer en fait 5 familles de stresseurs, qui vont être les conditions de travail, les conditions de vie au travail, le contenu du travail, l'organisation du travail et les relations interpersonnelles au travail. Et là, ça me mène à la question classique. Du coup, tu cibles là des profils à risque. Est-ce qu'il y a un profil à risque? On en a aussi parlé dans d'autres émissions. Oui. Oui, disons qu'en tout cas, il y a des personnes où il va y avoir une probabilité accrue de risquer de tomber en burn-out. Alors, on va parler des perfectionnistes, des idéalistes, des personnes ambitieuses, des personnes qui ont son nature à avoir un sens accru des responsabilités, les personnes qui vont avoir un sens de la loyauté importante, qui peuvent tomber dans le rôle du sauveur, des personnes généreuses, des personnes anxieuses, et des personnes qui vont être dans un manque qui souffrent peut-être d'un manque de confiance en elles ou d'estime d'elles, et ce qui fait qu'elles vont peut-être surinvestir ou investir plus que ce qu'il en faut. Alors, je pense que il faut aussi avoir en tête qu'un burnie, il a en général pas de problème avec son métier, il a un problème avec son travail. Donc, c'est une personne qui aime ce qu'elle fait, ou voire même qui adore ce qu'elle fait. Elle s'identifie quand même souvent à son métier. Son travail est important et qu'elle l'aime et qu'elle apprécie ce qu'elle fait et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et souvent, le défaut de la personne, la difficulté d'un burnie plutôt, c'est que c'est des personnes qui sont investies, c'est les meilleurs éléments d'une structure, d'une organisation, avec le bémol qu'en fait, elles ont plutôt appris à redoubler d'efforts quand ça va pas, mais pas appris à prendre soin d'elles. Et d'ailleurs, c'est une des grandes questions quand une personne tombe en burn-out et que le médecin lui dit vous êtes en burn-out. D'abord, il y a toute cette période du déni qui dure. Laetitia Clado partageait le fait que c'était souvent autour des 3-4 mois. Mais il y a aussi cette réflexion du médecin qui va être vous devez prendre soin de vous. Et ça, mais c'est quoi ça, prendre soin de moi? Il y a vraiment un big question mark. C'est vraiment, mais qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi? Et donc, il va y avoir au départ quelque chose d'un peu évident, c'est se reconstruire au niveau physique, parce que là, les symptômes sont présents, ils sont là. Mais il y a aussi tout l'aspect émotionnel. Et l'aspect émotionnel,
émotionnel que traverse un burn-out est vraiment important. C'est pour ça que dans le stress out voyage, on l'aborde et on accompagne les personnes sur cet épuisement émotionnel, parce qu'il va y avoir une série d'émotions. Il va y avoir beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, du découragement aussi, parce que la personne va vraiment se demander, mais quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce que je vais avoir envie à nouveau? Quand est-ce que toutes les batteries vont être à nouveau à 100%? Comment se ressourcer, comment entrer en fait dans le positif, de rebondir, et peut-être même avant de tomber dans le burn-out, dans la prévention déjà. Toi, Oui. tu travailles sur les deux, on Tout le à fait. rappelle. Oui, tout à fait. Mais donc, il y a, alors je me permets de rappeler, parce que je trouve que c'est facile à retenir, c'est les 3 bulles de détente. C'est retenir que le cerveau, au-delà d'1h30, 2h maximum, il a besoin d'une détente de quelques minutes. 2-3 minutes suffisent. Mais c'est se lever de sa chaise, prendre l'air, boire quelque chose, parler avec un collègue. Voilà, c'est tenir compte de ça. Ça veut dire que sur sa journée de travail, ça va faire 3 ou 4 toutes petites mini-pauses. Ensuite, c'est une pause de 1/4 d'heure, 20 minutes par jour, où Philippe Curtin appelle les rien qu'à moi, les RAM. Donc c'est un moment de détente sans objectif de performance, où vraiment alors ça peut être, je vais marcher, je vais me prendre avec mon chien, je vais chanter, je vais méditer, puisque la méditation pour des personnes qui sont particulièrement dans le cognitif, dans le mental, c'est vraiment aidant. La méditation peut être tout à fait adaptée pour ces mini pauses, on va dire, sur la journée. Et puis après, la 3e bulle d'oxygène qui va être un peu plus conséquente, c'est idéalement 1h30, 2h sur sa semaine. C'est-à-dire que... S'exercer une passion, dessiner, voilà, et ça lire. peut être dessiner, ça peut être faire de l'art-thérapie, ça peut être du qigong, ça peut être de Lire la un livre. biodanza, lire un livre. Voilà, il y a plein de façons de se ressourcer. Alors, au niveau du bureau, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu évacuer les tensions physiques? C'est qu'on peut faire des exercices d'étirement pour libérer le plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est vraiment le nœud au niveau émotionnel. Alors, on peut faire des pompages anti-stress au niveau des épaules, hein, et on peut même se rajouter tout bas en se disant « je m'en fous ». Ça peut... Alors, tu te marres parce que moi, je suis en train de faire des exercices au micro. Je m'en fous. Tu remontes les épaules d'un coup. Faire des exercices de cohérence cardiaque, ça peut être tout à fait utile quand des personnes sentent que sous stress, elles ont le cœur qui palpite. Ou bien visualiser un scénario de calme. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que on a une réunion où il va y avoir du stress, il va y avoir des tensions, il va y avoir des conflits éventuels. Eh bien, avant de rentrer dans la salle, on peut faire un petit exercice de visualisation d'un lieu où on se sent bien, où on se sent ressourcé, où on se sent, voilà, en pleine possession de ses, voilà, en pleine possession de ses moyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'autre pour faire des vraies pauses et se ressourcer? Donc, on a dit tout à l'heure certains exemples. Il y a aussi le contact avec la nature, avec les animaux. C'est hyper important, en fait, de retourner vraiment à l'essentiel. C'est un témoignage qu'on a beaucoup reçu au micro ou hors micro de gens qui sont venus nous voir. Hein. La nature, les animaux ont un rôle, mais phénoménal. Oui. Il ne faut surtout pas sous-estimer. Non, parce qu'en fait, les animaux, ils nous obligent à être dans l'instant présent. Et c'est ce que fait aussi la mindfulness. La pleine conscience, c'est nous apprendre à être dans l'instant présent. Et de prendre conscience que ce petit vélo qui tourne, notre petit cerveau là qui tourne en permanence, il a un pouvoir, le pouvoir du mental est parfois plus néfaste qu'on ne croit. Donc c'est l'utiliser intelligemment, ce petit cerveau, et pas lui laisser prendre le dessus sur tout le reste. Un sommeil de qualité par rapport à un sommeil non récupérateur, c'est le jour et la nuit. J'ai bien dormi ou j'ai pas bien dormi, ma journée va être totalement différente. Donc comment je fais pour arriver à retrouver un sommeil de qualité? Et là, on revient un peu sur le début de mon explication sur l'hyperconnectivité. C'est bien prendre conscience qu'une personne qui souffre de troubles du sommeil, eh bien, on conseille de couper tout écran minimum 1 heure avant d'aller dormir. Alors ça, c'est un des conseils. Rire va libérer la sérotonine et c'est super important. C'est pour ça que une des approches intéressantes, ça va être le yoga du rire. Parce que le cerveau, par contre, là, on l'utilise intelligemment,
Le cerveau n'est pas capable de différencier un rire forcé d'un rire naturel. Ça va libérer la sérotonine tout autant. Et c'est vrai qu'après une séance de yoga du rire, on est super détendu. Alors, il y a le sommeil de qualité. L'alimentation, évidemment. L'alimentation de qualité, si je mange un plat préparé ou si je mange une soupe avec des bons légumes de jardin bio, enfin, c'est pas... Que j'ai pris le temps de couper, de cuisiner, c'est tout à fait différent dans ma approche, bien sûr. Ça va être différent et c'est du temps pour soi aussi. Hein. C'est de prendre conscience de ça. Et puis alors, c'est éviter les activités adrénergiques. Donc les activités qui vont encore augmenter l'adrénaline. Donc par exemple, c'est vrai que faire du sport, c'est important, mais aller courir, faire un jogging et terminer son jogging à 22 heures, c'est peut-être pas tout à fait adéquat si on est censé aller dormir une demi-heure plus tard. Donc voilà. Après, ce sont des conseils qui sont des conseils de généralistes. Donc, une personne à l'autre ne va pas être impactée de la même manière. Mais pour une personne qui a des troubles du sommeil, en fait, il faut vraiment tester si le café a de l'effet, si le coca a de l'effet après 16 heures, le sucre, etc., etc. Puisqu'en fait, il faut pas oublier que quand on est sous stress, on est en train d'utiliser la partie la moins intéressante du cerveau, qui est le cerveau reptilien. On est dans ce qu'on appelle les 3 F, donc flight, flee, freeze. Et donc là derrière, ça veut dire que on a des risques de perte de moyens, de manque de confiance, de contrôle. Voilà, on peut être dispersé, confus, avec un blanc mental, etc. Alors il s'agit évidemment pas de se culpabiliser, c'est pas ça l'idée. Disons que quand on prend conscience petit à petit que là je suis sous stress, ça veut dire que ça m'indique qu'il y a un conflit intérieur et qu'est-ce que je pourrais mettre en place autrement. Alors Anne, quelques conseils sur comment bien gérer cette situation? Oui, comment gérer? Si j'essaie de le faire en résumé, c'est qu'il y a 3 stades dans l'accompagnement d'une personne en burn-out. Le premier stade, ça va être vraiment le stade de récupération au niveau physique. Donc c'est le repos total, c'est être le plus possible à l'écoute des messages du corps. Et donc là, on va être accompagné d'un médecin et éventuellement d'un thérapeute. Mais en tout cas, le focus va vraiment sur le repos du corps, le repos complet. Ensuite, quel est mon rapport au travail? Est-ce que j'arrive à être assertif? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que j'ose m'affirmer? Ne pas rentrer dans la position de Calimero. Voilà, ne pas être sauveur, ne pas... voilà, c'est quoi être perfectionniste pour moi? Comment est-ce que je peux travailler là-dessus? En gros, c'est se poser les bonnes questions. C'est se poser les bonnes questions avec un thérapeute qui s'y connaît dans la problématique du burn-out. Et puis, le 3e stade, ça va être un stade qui va être plus orienté vers le futur, de réflexion. C'est quoi pour moi la suite? Il y a eu dans mon cas, un Anne avant le burn-out, un Anne après le burn-out. Et donc, comment est-ce que je vois la suite? Comment est-ce que je veux imaginer ma réintégration au travail? Est-ce que si je m'imagine pas réintégrer ce travail tel quel, dans quoi est-ce que je m'imagine, je me projette? Donc en gros, là, on part déjà sur la notion de rebondir quelque part. Voilà. À court ou à long terme. C'est pour ça que le stade 1, on est vraiment dans le physique, et l'ici maintenant. Le stade 2, on est plutôt orienté vers le passé avec un psy ou un thérapeute. Et le stade 3, on va être plutôt orienté vers le futur, plutôt avec un coach ou un psy en fonction du travail de la vitesse à laquelle on a avancé, pour voir sur c'est quoi la suite. Et c'est vrai qu'il faut bien retenir que une personne qui va traverser un burn-out ne va plus être la même personne après. Elle va être plus consciente de qui elle est et être plus consciente de ses symptômes, quoi. Ce que je pourrais dire aussi sur comment gérer le burn-out, c'est peut-être l'aspect retour au travail. Le retour au travail, pour un burn-out, ce n'est qu'une étape en fait. Hein. Ce n'est pas une finalité. On conseille d'ailleurs pour une personne qui reprend le travail, c'est de le reprendre à temps partiel. Donc on parlait anciennement de mi-temps médical, maintenant on parle simplement d'à temps partiel pour vraiment lui laisser le temps de petit à petit retrouver son rythme, ses marques, etc. Et puis, c'est se mettre en place des garde-fous. C'est-à-dire de planifier son travail, ses temps de pause, d'avoir une période de transition dont elle va parler avec son employeur. Et le burn-out, il va revenir, en tout cas je l'espère, je le souhaite, avec une meilleure connaissance de lui ou d'elle, avec un respect de soi et de ses limites, avec plus d'affirmation de soi. Donc forcément, ça va générer au niveau des rapports, des relations avec ses collègues et son N+1, des adaptations. Tu avais un ouvrage à me conseiller?
Oui, je trouve que les deux ouvrages que souvent moi je conseille à une personne qui essaie de comprendre c'est quoi le stress ou c'est quoi le burn-out, c'est un livre que Patrick Collignon, qui est un coach avec qui je suis en contact, qui a écrit Merci mon stress. Et ce que je trouve pas mal dans son bouquin, c'est que il y a toute une série d'exercices que j'invite à parcourir et à essayer de pratiquer. Et puis après, il y a le livre qui est assez connu d'Anne Evrard, qui est sur le guide du burn-out, et où elle a rassemblé plus ou moins 230 témoignages et où on peut, moi je conseille vraiment soit au burn-out de le lire, mais aussi à la famille, à l'entourage qui parfois ne sait pas comment s'y prendre et en fait parfois met les pieds dans le plat parce qu'elle se rend pas compte que la personne a vraiment besoin de bienveillance, d'écoute et d'accueillir, d'accepter le rythme de ce burn-out et non pas lui mettre une pression qu'elle se met déjà en général naturellement. Nickel, merci Anne pour cet apport riche et intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet et de façon globale pour ne pas tomber dans la situation de burn-out. Oui. On l'a dit Avec 2 fois, plaisir. on va rappeler l'URL de ton site. Oui, donc c'est www.stress-out.be et on y trouve les informations sur le on Stress trouve Out Café. sur le Stress Out Café. Alors voilà, le podcast est terminé. J'espère et je pense que vous avez appris plein de choses et vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de comprendre plus finement, d'aller plus en profondeur sur certains aspects. Eh bien, moi, je vais vous inviter à nous rejoindre. J'organise, avec le lancement de mon cabinet au Centre de médecine intégrative Conquel à Woluwe-Saint-Pierre, 3 Stress Out Café qui auront des sujets bien précis autour du stress et du burn-out. Les dates sont le 13 octobre, le 27 octobre et le 17 novembre. Et je vous invite vraiment à vous inscrire en ligne ou m'envoyer un email sur anne@stressout.be. Vous pouvez aussi évidemment laisser des petits commentaires sur cette vidéo. Au plaisir de vous lire et évidemment avec grand plaisir de vous rencontrer en direct et d'aller plus loin dans la compréhension de ce qu'est ce fameux stress et le risque de burn-out. À bientôt!